Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Cet homme est arrivé à Huntingdon de nulle part. On le connaissait pas. Il a fallu que Linda donne sa vie pour que les gens s'aperçoivent que cet homme-là était carrément un homme malade. Il s'était même fait venir de la Californie des diplômes, l'identifiant comme ministre et pasteur. Puis on a fait faire des vérifications en Californie, et puis c'était des faux documents. Il avait l'air du bon gars. Puis c'est ça, quand ça saute, tu sais pas. Moi, je peux arriver, puis aller chez un de mes voisins, c'était un bon gars pendant 10 ans. Puis tu peux arriver là un matin, puis boum, il va te tirer une balle dans la tête, tu sais pas. Le mercredi 16 janvier 1985, en début d'après-midi, Suzanne Quinn, une jeune femme d'environ 25 ans, se rend chez sa sœur cadette Linda, qui habite avec son fiancé à Huntingdon. Suzanne se questionne sur le comportement étrange d'un ami commun, Raymond Steele, et souhaite avoir l'opinion de sa sœur. Quand j'ai cogné à l'appartement de Linda, il n'y avait pas de réponse. Alors je me suis dit, elle va revenir. Fait que là, je me suis assise dans les escaliers et je l'ai attendue. Suzanne attend le retour de Linda, mais elle n'arrive pas. Vers 16 heures, le fiancé de Linda rentre chez lui et trouve sa future belle-sœur dans l'escalier. Là, je lui dis, elle est où Linda? Il me dit, elle est partie pour aller chez Steele. Genre, ouais, elle est partie faire quoi? Il me dit apparemment qu'il avait besoin d'aide pour retrouver sa femme et son enfant. Suzanne n'est pas surprise d'apprendre que sa sœur est allée aider leur amie. Le fiancé de Linda quitte pour un rendez-vous, mais laisse Suzanne dans l'appartement. Celle-ci tente de rejoindre sa sœur chez Raymond Steele. La sonnerie retentit longuement, mais personne ne répond. Après plusieurs tentatives, Suzanne réussit enfin à joindre Raymond Steele. Finalement, Steele me répond. Là, je lui dis, est-ce que Linda est là? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Linda est pas ici. Il dit, Linda est partie à Ottawa. Il dit, Linda a décidé de laisser son copain, son fiancé, et elle veut prendre du temps pour elle-même. Suzanne tombe des nues. Sa sœur Linda vit avec son amoureux depuis 6 ans. Ils viennent de se fiancer il y a à peine 2 semaines et elle est enceinte d'environ 2 mois. Je regarde, là, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu me dis, là. Il dit, regarde, viens chez moi, puis il dit, je vais t'expliquer. Avant de raccrocher, Steele fait à Suzanne une demande troublante. Il veut qu'elle rédige au nom de Linda une lettre de rupture à son fiancé. Suzanne sait que Steele n'aime pas qu'on lui résiste. Elle écrit le mot en question et le laisse sur la table. Juste avant de quitter l'appartement, elle s'approche d'un cadre accroché au mur dans lequel se trouve une photo de Linda. Et là, j'ai regardé la photo. C'était comme si je parlais à Linda. Puis là, je lui ai dit, Linda, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de sens. Suzanne Quinn
a la certitude profonde que quelque chose de grave est arrivé à sa sœur. Suzanne Quinn a convenu avec Raymond Steele qu'il viendrait la chercher. Mais à son arrivée, une autre surprise l'attend. Il avait la voiture de Linda. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec l'auto de Linda? Là, il m'a dit, étant donné qu'elle est partie à Ottawa, il dit, je suis allé l'amener à Ottawa. Puis il dit, je suis revenu avec la voiture. Suzanne s'étonne de l'étrange comportement de sa sœur. Depuis qu'elles sont toutes petites, le lien qui les unit est très fort. Quand on était jeunes, les fins de semaine, je me rappelle qu'à un moment donné, Linda avait son copain et c'était l'été. Moi, j'étais seule à la maison. Alors, si Linda partait avec son copain pour aller rejoindre des amis, elle venait me chercher et moi, je m'assoyais en arrière et je les suivais. Et c'était bien. Elle pensait toujours à moi. Les sœurs Quinn vivent à Huntingdon, une petite localité située en Montérégie dont la population oscille autour de 2500 habitants. Tout le monde se connaît. Suzanne et Linda ont la réputation d'être attachantes et enjouées. Durant l'adolescence, les deux sœurs entretiennent précieusement leur complicité. Il y avait une place, ça s'appelait la Pool Room, et tout de suite après les devoirs, on partait et on s'en allait rejoindre tous nos amis qui étaient là. Et on s'est amusé beaucoup à cette place-là. On jouait au pool, on a joué au ping-pong. Linda, regarde, je la connais depuis que je suis jeune. J'en ai beaucoup de souvenirs. Mais quand on était à la Pool Room, ensemble, on avait tout le temps du fun là-bas. C'était la gang du Pool Room. Suzanne fait la connaissance de Raymond Steele au cours de l'automne 1984. C'est Richard Bertrand, un ami des deux sœurs qui travaille au bar de l'hôtel Le Château à Huntingdon, qui le lui présente. Steele a 31 ans et vient de s'établir dans la région. Raymond Steele s'installe à Godmanchester, à une dizaine de kilomètres de Huntingdon, avec sa jeune épouse dont la grossesse est très avancée. Steele porte un col romain. Il se dit pasteur de l'Église universelle de la raison éclairée. Il ramasse des dons pour les enfants d'Éthiopie et différentes causes qui lui tiennent à cœur. C'est lors d'une soirée de levée de fonds que Suzanne présente Steele à Linda. Il avait l'air du bon gars. Tout le monde s'était dit pour moi, hey, pareil, c'est une bonne personne, c'est sûr. Fait que c'est sûr que le monde voulait le jaser. Mais le plus grand charme de Steele, c'est son talent pour la musique. Il jouait de la guitare, il tirait pas mal. Il y avait 4-5 guitares dans la maison, il y avait un studio, il aurait pas enregistré de l'être là. Ça, jouait la musique. C'est un musicien, il jouait bien la guitare, il était capable de chanter. Vers la fin novembre, alors que sa sœur prépare ses fiançailles, Suzanne se sent un peu délaissée. Elle commence à voir Raymond Steele plus souvent. Son statut de pasteur incite à la confiance et encourage les confidences. Raymond l'aide à avoir une attitude positive. En contrepartie, Suzanne le réconforte dans ses difficultés matrimoniales. En effet, la jeune épouse de Steele vient de le quitter et Raymond en est très affecté. Apparemment, sa femme l'avait laissé. Et il était arrivé chez Linda et j'étais là. Il nous montrait beaucoup de peine. Puis il avait de l'air vraiment sincère. Le soir du 16 janvier, dans la voiture de sa sœur, aux côtés de Steele, Suzanne attend toujours qu'il lui donne les raisons du départ de Linda pour Ottawa. Mais Raymond arrête la voiture devant un dépanneur. Il en revient avec un désinfectant en vaporisateur et de la nourriture. Quelques minutes plus tard, ils arrivent chez lui. À l'extérieur, Thunder, son pitbull, semble nerveux. Dans la maison, tout est normal. Le berger allemand de Raymond accueille son maître comme à l'habitude.
Steele est très fier de ses chiens. Les deux bêtes lui obéissent au doigt et à l'œil. Ah, j'ai déjà vu ce chien Raymond, son pitbull, mordre après un tire dans les airs. Puis le chien restait là 4 heures de temps, accroché après le tire, puis les pattes à terre, touche pas. Pas de problème, jusqu'à temps qu'ils disent « OK, tu peux le lâcher ». C'était des chiens qui étaient dressés pour l'attaque. Je pense que les chiens ont la même valeur pour lui qu'un couteau ou qu'une arme quelconque. C'est des chiens d'attaque. Hein? C'est des chiens qui sont élevés pour potentiellement blesser, attaquer, intimider, faire peur. Pendant que Steele flatte son chien, Suzanne remarque l'état de ses mains. J'ai vu sur ses mains qu'il y avait des blessures. Puis là, je lui ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que t'as au doigt? Là, il m'a dit, c'est mes chiens qui m'ont mordu. Suzanne est intriguée par l'odeur nauséabonde qui règne dans la maison. Fait que là, je lui ai dit, c'est quoi cette senteur-là? Ça sent donc bien bizarre dans la maison. Non, il dit, étant donné que les chiens, tantôt, m'ont mordu, il dit, c'est comme leur haleine, là, tu sais, qui sent ça. Suzanne s'étonne de la réponse de Steele, mais elle ne le questionne pas davantage. Steele lui demande de préparer à manger avec ce qu'ils ont acheté au dépanneur. Suzanne s'exécute sans discuter. Elle sait que Steele ne supporte pas la contradiction. On peut dresser la liste des caractéristiques de Steele. Il était grand, il était fort, il était intimidant, il faisait peur aux gens, et puis il y avait un petit aura charismatique là, autour de lui. Bon, il était comme certains révérends dans certaines sectes, là, certains contrôleurs qui endoctrinent puis qui font réaliser aux gens que c'est eux autres le bon Dieu. Suzanne est occupée à préparer le repas quand elle sent une présence derrière elle. C'est Richard Bertrand, l'ami qui lui a présenté Steele. Suzanne ne l'a jamais vu dans cet état. Il était pas normal, là. Il était blanc comme un drap, là. Puis là, je le regarde, je dis, mon Dieu, Richard, qu'est-ce que t'as? T'as pas de l'air normal. Puis là, j'ai dit, là, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe, là. Parce que là, je comprends plus rien. Pourquoi Richard Bertrand est-il en état de choc? Que se passe-t-il dans la maison de God Manchester? Qu'attend Raymond Steele pour donner à Suzanne l'explication promise sur le départ subi de Linda pour Ottawa? Le soir du mercredi 16 janvier 1985, Suzanne Quinn accompagne Raymond Steele chez lui à God Manchester. Elle espère comprendre pourquoi sa sœur Linda est partie pour Ottawa. La mine défaite de son ami Richard Bertrand n'a rien pour la rassurer. Richard fait partie de mes amis d'enfance. Et Richard était devenu aussi ami avec Steele. Peut-être plus que moi, parce qu'à cette époque-là, Richard aimait la musique. Le talent de musicien de Raymond est tel que Richard le recrute aussitôt pour jouer dans son groupe. Les deux hommes tissent rapidement des liens d'amitié et deviennent inséparables. La musique et la religion sont au cœur de leurs discussions. Moi, là, si Richard parlait de Steele, là, c'était je m'en vais avec Raymond ce soir, ça va jouer de la musique. Ou moi, Raymond, on s'en va au restaurant. Richard a une telle confiance en son ami et mentor qu'il accepte le poste d'administrateur que celui-ci lui confie au sein de son église. Le 16 janvier, Suzanne Quinn constate que Richard est en état de choc. Steele s'empare alors du vaporisateur de désinfectant et se met à asperger le visage de Richard en disant que c'est ce qu'on fait avec les chiens enragés. Richard, complètement soumis, se réfugie au sous-sol. Suzanne ne comprend rien à la scène à laquelle elle vient d'assister. Ce que l'on voit là, c'est que Richard, Linda, Suzanne ne semblaient plus capables de remettre l'autorité de Steele en question. C'est au moment où ils se mettent à table pour souper que Steele fait un aveu terrible à Suzanne.
C'est là que Steele m'a regardé puis il m'a dit j'ai été obligé de tuer ta sœur Linda parce qu'elle était possédée du démon. Moi, dans ma tête, c'est pas vrai. C'est pas vrai que Linda est morte. Il me joue une blague, là, c'est pas vrai. Suzanne est d'autant plus incrédule que les rapports de Linda et de Raymond ont toujours été excellents. Linda l'avait d'ailleurs invité à ses fiançailles, célébrées à Noël, et lui avait même demandé de bénir sa bague. Puis, sans raison apparente, Raymond Steele se ravise et déclare à Suzanne que c'est plutôt Richard qui a tué Linda. Richard est remonté du sous-sol. Steele, déchaîné, le fait mettre à genoux et commence à le frapper avec un pic à bois. Suzanne hurle et le conjure d'arrêter. Je pense qu'encore, on revient au thème de contrôle, domination d'autrui. Et Monsieur Steele peut pas se sentir en contrôle à moins que la personne avec qui il est en relation se sente infiniment petit. Steele va jusqu'à inviter Suzanne à punir à son tour le meurtrier de sa sœur et à le frapper. Suzanne refuse. Steele déclare qu'il va donc tuer Richard lui-même. Suzanne lui crie qu'il ne tuera personne devant elle. Elle a l'impression d'être en plein cauchemar. Là, j'ai vraiment peur de lui, là. Parce que là, je le vois, là, son vrai côté, là. Même qu'à un moment donné, j'ai dit, là, faut pas que je monte ma peur, faut que je me contrôle. Chez quelqu'un comme ça, il y a tellement un désir ou un besoin de protéger une image de soi qui est grandiose, qui est pratiquement omnipotente, que la moindre contradiction peut être perçue comme une atteinte à l'amour-propre, comme une blessure narcissique. Et c'est sûr que chez certaines personnes, ça peut donner lieu à des actes assez extrêmes pour protéger ce narcissisme-là. Pour un ministre du culte, Raymond semble très peu enclin à la compassion. Son Église universelle de la raison éclairée existe-t-elle vraiment? Il n'y a pas d'église. Il était dans sa maison, ça s'entend dire. Pas d'église là. J'ai vraiment pas l'impression là, qu'on peut parler ici d'une secte, qu'on peut parler ici d'adeptes. Je pense qu'on parle d'une situation qui est certainement déséquilibrée sur le plan psychique, là, ça c'est sûr et certain. Mais je peux difficilement comparer ça à un culte ou à une secte. Je pense que c'est plus pour pas être obligé de payer de taxes sur son terrain. Je pense que c'est plus ça. Le 16 janvier 1985, sous le regard incrédule de Suzanne, Raymond Steele continue à s'en prendre à Richard Bertrand. Puis à un moment donné, j'ai entendu un cri de mort. C'est à ce moment-là que Richard Bertrand est arrivé en courant, puis il avait tout le torse brûlé avec de l'eau bouillante que Steele venait de lui injecter sur son estomac. Steele ordonne ensuite à Richard d'écrire une note dans laquelle il s'accuse d'être le seul et unique meurtrier de Linda Quinn. Une fois de plus, Richard est incapable de lui dire non. Il s'installe à la table, mais sa main tremble trop. Il est incapable d'écrire. Steele le frappe pour le punir. Puis, Raymond décide d'aller reconduire Richard Bertrand chez lui. Il lui ordonne d'appeler une ambulance, d'inventer une explication à ses blessures et en aucun cas de l'impliquer dans ce qui s'est passé. Suzanne les accompagne. Manipulateur, sur la base des conséquences que l'on peut voir, là, voir la manière que certaines personnes semblent lui avoir obéi au doigt et à l'œil, oui, il doit avoir une certaine capacité de manipulation. De retour à la maison de Godmanchester, Suzanne profite d'un moment d'inattention de Raymond pour se mettre à la recherche des traces de sa sœur. J'ai essayé de trouver les indices
pour essayer de trouver Linda, n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'ai trouvé sa bague de fiançailles. Mais je ne l'ai pas dit. Parce que je m'étais dit, si c'est que j'ai trouvé la bague de Linda, ça va peut-être être trop dangereux pour moi. Dans son fort intérieur, elle espère que Richard Bertrand ne suive pas les consignes de Steele et prévienne la police. La police n'est jamais arrivée. C'est là que j'ai réalisé que il a pas rien fait. Il a fait exactement ce que Steele lui avait demandé. Il avait le contrôle parfait de cet individu-là. Le contrôle parfait, il avait réussi, je sais pas quoi y mettre dans la tête, mais c'était pas la peur physique, c'était la peur morale. Il voyait Steele, lui-là, comme peut-être un dieu. Suzanne comprend qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Au moment où elle pourrait descendre à la cave et jeter un œil, la peur l'arrête. Durant les heures qui suivent, elle tente d'arracher la vérité à Raymond Steele sur la disparition de sa sœur. Après quelques heures, durant la nuit, je craque complètement. Je lui demande où est Linda. Il dit, Suzanne, Linda est pas morte. Il dit, Linda est vraiment partie à Ottawa. Puis à ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots. Parce que c'était vraiment comme un espoir pour moi, parce que je voulais tellement pas croire que Linda était morte. Le soulagement de Suzanne est de courte durée. Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, Steele lui donne enfin la véritable version des événements de la veille. Il était assis en face de moi à table, il a pris une cuillère, puis il m'a donné un coup dans le front. Puis il m'a dit, ta sœur est pas partie à Ottawa. J'ai tué ta sœur, puis il dit, elle est morte. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme moi lâché prise. Puis je me suis dit, qu'il m'arrive qu'est-ce que ça voudra, j'en peux plus. J'en peux plus. Cette fois, Suzanne ne peut plus douter du fait que Raymond Steele ait tué Linda. Que lui a-t-il fait? Où se trouve le corps de sa jeune sœur? Le 17 janvier 1985, Raymond Steele avoue à Suzanne Quinn qu'il a tué sa sœur Linda, une jeune femme de 23 ans, enceinte de quelques mois. Quand Steele arrive à Gone Manchester, au début de l'automne 1984, Marcel Lajeunesse a 13 ans. Ses parents sont voisins de Steele, et le jeune garçon vient le regarder réparer sa voiture. Il voit souvent la femme de Raymond. Quand j'allais là, elle avait le sourire, elle avait de l'air d'être bien. S'il se passait des affaires, et moi je dis que ça se passait quand il n'y avait pas de Dieu dans tout. Pas personne pour voir, pas personne pour parler. En effet, derrière les portes closes, Raymond Steele ne se gêne pas pour tabasser sa jeune épouse, même si elle porte son enfant. Mais la madame, à un moment donné, s'est emmenée en rampant parce qu'elle m'a donné des coups de balai dans le ventre, elle était enceinte de 8 mois. Quand ma mère le devait arriver dans le fossé, là, puis enceinte en plus, puis coup de balai, quand elle a compté ça, ma mère a dit « Retourne plus jamais là, retourne plus là, c'est fini ». L'enfant naît, mais rien ne change. Épuisée par tant de mauvais traitements, l'épouse de Steele tente de le quitter à quelques reprises. Le 12 janvier 1985, en état de panique, elle se présente enfin à la porte d'une maison d'hébergement pour femmes en difficulté. Je suis arrivée à un certain moment au travail et il y avait une jeune femme de rentrer avec un bébé. C'était une jeune madame, elle devait avoir 22 ans à peu près, avec un petit bébé de peut-être 3 semaines. Là. Quand Steele réalise que sa femme l'a quitté, il entre dans une colère aveugle.
Je pense que c'est vraiment une violence qui est en réaction à soit une frustration qui vient de la part d'autrui, ou qui est perçue comme venant de la part d'autrui, ou une atteinte à l'estime de soi. Quelques jours plus tard, le 15 janvier, Raymond rencontre Suzanne. Il est d'une humeur massacrante et agressive. Elle comprend rapidement que c'est le départ de sa femme qui le met dans cet état. Steele se montre désagréable. Il déclare à Suzanne qu'il la trouve envahissante et qu'il ne veut plus de son amitié. Par contre, il accepterait qu'elle soit sa secrétaire, à la condition qu'elle l'appelle monsieur. Suzanne ne comprend pas pourquoi Steele se venge sur elle du départ de sa femme. Elle envisage de mettre carrément un terme à leur relation. Je voyais bien qu'il était pas normal, ce gars-là, là. Ça se voyait de plus en plus, là, avec le temps. Ce jour-là, Steele rentre chez lui. Il tente en vain de retracer sa femme. Richard Bertrand est venu lui tenir compagnie. Espérant la voir revenir, Steele se résout à ne pas quitter la maison. Il appelle alors Linda, la sœur de Suzanne. Il la supplie de venir lui porter des cigarettes et du lait le lendemain, et il est persuadé qu'elle peut l'aider à retrouver sa femme. Linda accepte de bon cœur d'aider son amie. Le lendemain, le 16 janvier, Linda va reconduire son fiancé à son travail. Elle lui annonce qu'elle s'en va chez Steele, lui donner un coup de main. C'est 24 heures plus tard que Suzanne apprend la mort de sa sœur Linda, de la bouche même de son assassin. Là, à un moment donné, vers midi et demi, Steele m'a dit je m'en vais faire une commission et je vais revenir. Il m'a dit, si tu veux rester vivante, ferme-la. Suzanne est terrorisée. Si Steele a assassiné sa sœur, il est bien capable de la tuer elle aussi. La peur la tétanise pendant de longues minutes. Ça m'a pris une demi-heure avant d'être capable de bouger seulement mon petit doigt parce que j'avais tellement peur, là. Mais je savais qu'il fallait que je fasse de quoi, là. Puis là, je me suis mis à remarquer le comportement des chiens. Fait que je m'étais dit, si jamais Steele est autour de la maison, dehors, le comportement des chiens va me le dire. Puis à un moment donné, en regardant les chiens, je me suis rendu compte que il me semblait parti. Elle ne prend pas la peine de prendre son manteau. Elle s'enfuit dans la neige et court chez le voisin appeler les policiers. À son retour, Steele constate que Suzanne s'est sauvée. Il entre dans une immense fureur. Quand moi, j'ai téléphoné les policiers chez le voisin, tout de suite, ils ont été voir Richard et Richard a confirmé tout ce qui s'était passé. Et là, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont fait venir l'escouade de Montréal et ils ont fait un périmètre de sécurité. Et un peu après minuit, dans la nuit du 17 au 18, le groupe d'intervention de la Sûreté du Québec ont défoncé la maison Steele, ont procédé à l'arrestation. J'ai constaté que le suspect, Raymond Steele, était assis sur une chaise droite dans la cuisine. Il avait des blessures à la main. Steele est amené au poste de police de Huntingdon. Pendant ce temps, les policiers procèdent à la fouille en règle de l'intérieur de la maison et des alentours. Dans les minutes suivantes, on a trouvé une malle que j'ai ouvert moi-même en présence de policiers et nous avons fait la macabre découverte de la jeune victime. Linda Quinn est bel et bien morte. Steele est arrêté. La présence de Richard Bertrand sur les lieux du crime est connue de l'enquêteur. Suzanne va enfin savoir ce qui s'est passé le mercredi 16 janvier 1985 dans la maison de Raymond Steele. Le 18 janvier 1985, l'inspecteur André Turcotte questionne longuement Richard Bertrand
ami de Raymond Steele et des sœurs Quinn. La déposition du jeune homme décrit le long cauchemar de Linda Quinn, livré à la fureur de Raymond Steele. Quand je l'ai rencontré dans la soirée au poste de Huntingdon, c'est un homme qui était apeuré, un homme qui a été victime d'un événement inexplicable. Puis lui, il était le seul témoin oculaire du meurtre. Richard Bertrand passe la nuit du 15 au 16 janvier chez Raymond Steele. Le matin du 16 janvier, il est en train de pelleter quand il voit Linda arriver. Steele est content de voir Linda. Il est reconnaissant qu'elle vienne l'aider à faire des appels pour retrouver sa femme. Linda débute les recherches en contactant divers centres d'hébergement pour femmes. Mais Steele est préoccupé et impatient. Il ordonne à Richard de retourner pelleter l'entrée correctement. Linda reste seule avec Steele. Les recherches de Linda ne débloquent pas. Quand Steele vient la retrouver, son comportement se transforme. Richard Bertrand revient de pelleter. Il entend Steele traiter Linda de sorcière. Apparemment, Linda s'est relevé la tête, puis là, a vu que Steele avait toutes ces choses de sa bourse. Il avait tout vidé ça. Puis apparemment que c'est à partir de ce moment-là que Steele est devenu complètement fou. Steele attrape un couteau sur la table. Il commence à frapper Linda avec le plat de la lame, sous le regard sidéré de Richard. Il empoigne Linda par les cheveux et la jette au sol. Il la roue de coups de pied. Apparemment qu'il l'a traîné jusque dans le sous-sol. Ça n'a rien à voir avec elle, dans le fond. Ça a à voir avec l'impression par le meurtrier qu'il y a une insulte, une blessure au narcissisme, à l'image de soi, puis pour une raison ou pour une autre, il faut que ça soit vengé. Au sous-sol, Raymond ordonne à Richard de l'aider à mettre la jeune femme dans un coffre. Linda pleure. Elle supplie Steele d'arrêter. Elle se débat, mais les deux hommes réussissent à l'enfermer dans le coffre qu'ils placent dans une chambre froide. Pour s'assurer que Linda ne s'échappe pas, ils mettent sur le coffre un lourd climatiseur. Steele entraîne Richard dans la voiture de Linda. Il veut absolument aller chez Richard chercher un magnétophone pour enregistrer les aveux qu'il veut arracher à Linda. Il est persuadé que Linda sait où se cache sa femme et qu'elle refuse de le lui dire. À mi-chemin, il imagine Linda en train de se sauver et fait brusquement demi-tour. Steele et Richard sortent Linda de la malle. Elle pleure, elle a peur. Steele l'amène de force dans un coin du sous-sol. Il accroche une chaîne métallique à une poutre du plafond. Puis, il enroule l'autre extrémité de la chaîne autour du cou de Linda. Richard n'ose pas intervenir. C'est la première chose que je lui ai demandé. Pourquoi que t'as rien fait? Il m'a dit, j'avais tellement peur. La seule chose à quoi j'ai pensé, c'était de prendre un fusil. Mais il dit, il n'y en avait pas. Le téléphone sonne au premier étage. Raymond envoie Richard répondre.
C'est la femme de Raymond qui demande à lui parler. Richard ne dit pas un mot de ce qui se passe dans le sous-sol. Ne lui demande pas d'appeler des secours. Richard redescend surveiller Linda pendant que Steele monte parler à sa femme. Linda implore Richard de la libérer, mais sans succès. Au téléphone, la femme de Steele lui annonce qu'elle ne reviendra plus. Quand Steele redescend, il est déchaîné. Il questionne Linda, exige des réponses. Linda répète qu'elle ne sait pas où se cache sa femme. Est-ce que, à travers Linda Quinn, M. Steele consciemment attaquait sa conjointe ou son ex-conjointe? C'est fort possible qu'il y ait eu quelque chose comme ça qui a motivé ses actions. Au sous-sol, Richard Bertrand regarde Steele frapper Linda à répétition avec son couteau. La violence démesurée de Steele a raison de la chaîne qui se décroche de la poutre, entraînant Linda au sol. Les chiens rôdent autour. C'était long avant que ça finisse. Imaginez sa souffrance. Linda a été mordue à 54 places sur son corps par un pitbull, un berger allemand. Puis il a fini par la poignarder à 7 reprises. Linda Quinn meurt des mains d'un fou sadique. Qu'est-ce qui a amené Raymond Steele à perdre ainsi le contrôle? Est-ce que c'est une réaction simplement au fait que Mme Quinn commençait à être ambivalente au niveau de M. Steele? Ou est-ce qu'il y a eu des avances romantiques? C'est difficile à dire. Mais ce qu'on sait, c'est que quelque chose s'est passé entre les deux qui a été perçu comme un rejet. Et c'est à partir de ce moment-là où il a commencé à la frapper de façon assez violente. Il y a énormément de rage dans les actions qui ont été posées. C'est possiblement sadique. Raymond Steele a tué sauvagement Linda Quinn, enceinte de 2 mois. Richard Bertrand était sur les lieux et n'a pu rien empêcher. L'heure des comptes va bientôt sonner. Suite à l'arrestation de Steele, il y a eu une perquisition de fait. On a retrouvé la bouilloire qui a servi. À l'intérieur de la bouilloire, on a retrouvé l'arme du crime final. On a retrouvé du linge appartenant à Steele avec du sang de la victime. L'autopsie révèle de multiples signes traumatiques tels que contusions, morsures animales, coupures et plaies causées par un couteau. Linda Quinn est décédée d'un effondrement de son système cardiaque causé par un choc hémorragique. Moi, j'ai perdu ma meilleure amie. Même aujourd'hui, si je m'ennuie, j'ai des flashs qui me reviennent de juste vouloir signaler son numéro et être capable de lui parler. Ça va toujours me manquer le restant de ma vie. L'enquête préliminaire confirme le récit de Richard Bertrand. Les sévices subis témoignent de la cruauté réelle de Steele et expliquent pourquoi il n'a pas été en mesure d'intervenir. Aucune accusation n'est portée contre lui. L'évaluation psychiatrique de Steele prouve qu'il est jugé apte à subir son procès. Le procès débute le 5 novembre 1985 au palais de justice de Valleyfield. Dès qu'il entend les premiers témoignages, Raymond Steele s'agite et manifeste son mécontentement à ses avocats. À la toute dernière minute, Steele a décidé qu'il congédiait ses 2 avocats et qu'il se présenterait lui-même.
Alors, le lendemain matin, Steele était levé avec le veston, cravate, la valise, et avec tous les termes juridiques imaginables là, de la jurée qui avait été avocat toute sa vie. Steele tente de faire porter la responsabilité du meurtre de Linda Quinn à Richard Bertrand. Le juge doit le rappeler à l'ordre à maintes reprises. Et moi, la victime, l'otage, faut que je réponde à l'homme qui a tué ma sœur. Le jury ne se laisse pas impressionner par la performance de Raymond Steele. Le 15 novembre 1985, le juge le condamne à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Je peux vous dire que les gens se sont mis à applaudir dans la salle, et la salle était pleine. Il a donné un coup de pied assez direct sur la chaise en avant de lui. Et il est parti menotter avec les policiers. Richard Bertrand a assisté au meurtre et il a même aidé Steele. Il a eu l'occasion de s'enfuir et d'appeler la police. Comment expliquer qu'il n'ait pas pu freiner le sadisme du meurtrier? Mais on a l'impression qu'il aurait pu faire quelque chose. Il semble qu'il était paralysé par la peur. Si ça aurait été toi à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Puis je voudrais pas que ça m'arrive pour le savoir non plus. À la stupéfaction des habitants de Huntingdon, le 19 décembre 1985, la Cour d'appel du Québec autorise un avocat engagé par Steele d'en appeler de la décision rendue par le jury. Il fait valoir que son client n'était pas mentalement apte à subir son procès et qu'on n'aurait pas dû lui permettre d'assurer sa propre défense. En 1991, alors qu'il se trouve à la cour pour connaître la date de son second procès, Raymond Steele prend la couronne par surprise en plaidant coupable à une accusation de meurtre au second degré. Il est condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Au début de l'été 2010, Raymond Steele fait une demande de libération conditionnelle. Le 11 juin, il est toujours jugé dangereux et les commissaires lui refusent ce droit. Je voudrais jamais que cet homme-là sorte de la prison. J'ai peur de lui et malade comme qu'il est, je suis persuadée qu'il va recommencer. À Huntingdon, on n'est pas prêt d'oublier Raymond Steele. Les gens lui en veulent encore pour le mal qu'il a fait à Linda Quinn et à sa famille, ainsi qu'à toute leur petite communauté. Viens pas dans le coin. Viens pas dans le secteur d'Huntingdon, Gun Manchester. Et ça se fait pas des affaires comme ça. Que ce soit ici, que ce soit à Montréal, ça se fait pas nulle part. C'est jamais ce que quelqu'un va faire. Les émotions, c'est l'affaire le plus grave sur la terre quand t'es pas capable de contrôler tes émotions. Puis tu sors sur quelqu'un d'autre. Quand Raymond Steele est débarqué à Huntingdon avec son col romain et ses idées religieuses, personne n'a cherché à savoir qui il était vraiment. Son intelligence et ses belles paroles ont endormi les gens et engourdi leur jugement. C'est sûr qu'on peut blâmer Steele, puis sans doute avec raison, sauf que je pense que si ces gens-là ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a en eux qui les a rendus aussi vulnérables, ben ils sont pas nécessairement à l'abri du prochain marchand d'idéologie qui va s'installer dans le coin. Qu'est-ce que ma mère m'a tout le temps dit? Méfie-toi du monde. Tu sais jamais qui est qui. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?